Bonjour, nous sommes le lundi 11 août. Je suis en train de lire un livre de Don et Roman dans ma bibliothèque, Verlaine aux mains des dieux, paru en 1944 et dont les éléments étaient déjà dans l'édition du traité de la chose irrationnelle de 1943. Alors, je choisis cet ouvrage, qui est assez rare d'ailleurs, pour toutes sortes de raisons. La première, c'est qu'il est préfacé par un spécialiste de Verlaine, ce qui est intéressant, François Porcher. Et l'idée comme ça de rapprocher l'astrologie des spécialistes de tel et tel domaine me paraît intéressante. La deuxième idée, bien entendu, c'est l'idée, Néroman appelle ça le film. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, il y a l'étude du thème astral, proprement dit, et puis il y a le film, c'est-à-dire le développement, les étapes, l'évolution du thème au cours de la vie. Et ça me paraît intéressant parce que beaucoup d'astrologues aujourd'hui privilégient que la première partie et sont très mal à l'aise au niveau du film. D'ailleurs, on pourrait dire qu'une certaine manière, il y a très peu d'astrologues qui sont de bons cinéastes aujourd'hui, il fallait prendre l'expression de Néroman. Et puis, alors le projet Néroman, dans le cas de Verlaine, est assez remarquable. Il dit qu'il vaut mieux étudier une personnalité à fond que d'étudier plusieurs thèmes, plusieurs cas. Je pense que là, il y a un piège. Le piège, c'est de croire que l'astrologie permet d'utiliser à fond, de comprendre à fond, comme il dit, une personnalité. Et d'ailleurs, François Porcher, dans son introduction, écrit que il y a des choses qui échappent aux biographes. Souvent, je me suis trouvé en présence d'énigmes, j'entends de discontinuités inexplicables, d'incohérences effrayantes, et comme des déchirures dans le tissu du caractère. N'est-ce pas Novalis qui a dit « le caractère n'est pas la destinée » mot profond, mais qui ne va pas, cependant, aussi avant qu'on le souhaiterait. Le caractère, une fois défini ainsi, rendu responsable, inculpé comme déterminant dans la conduite de la vie, il faut ensuite en démêler l'origine et la formation. Par les chemins emmêlés et pourtant inflexibles de l'astrologie, Don et Roman a réussi à déceler cette logique d'une influence magique, maligne, dont le poète saturnin avait lui-même soupçonné qu'il était la victime. Les astres interrogés ici, par un mage moderne, c'est-à-dire un savant pour lequel ils n'ont pas de secret, apportent des réponses rigoureuses qui projettent sur le cas Verlaine une lumière nouvelle. C'est une grande satisfaction pour moi que les résultats de mes investigations psychologiques se trouvent coïncider ainsi que Don et Roman l'assure avec ses oracles. Donc là, c'est intéressant cette idée de travailler avec un spécialiste d'un certain domaine et de montrer que l'astrologie permet d'expliquer certaines choses que le spécialiste n'est pas parvenu à expliquer. Cela dit, l'approche de Néroman est un peu différente de celle qui est inaugurée et présentée par Porcher, P-O-R-C-H-E, accent aigu, parce que lui, au contraire, il ne part pas de ce qui est connu par ailleurs, il veut que l'astrologie valide aussi bien ce qu'on connaît par ailleurs que ce qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas la démarche que je préférerais. Il vaudrait mieux que l'astrologie ne s'occupe pas que des questions, que du film, en fait, pour dire la vérité. Parce que finalement, et encore, il faudrait qu'elle ne s'occupe pas que de ce qui ne s'est pas expliqué autrement. Et c'est assez délicat de dire
il y a quelque chose qui ne s'explique pas autrement que par l'astrologie. Je crois qu'on peut, on peut aller dans cette direction jusqu'à un certain point. Si l'on dit que l'on ne comprend, d'abord, premièrement, il faudrait quand même qu'il n'y ait pas que des événements trop ponctuels, enfin bon, admettons, mais il faudrait qu'on puisse dire que on ne comprend pas pourquoi tel événement s'est produit à ce moment-là, ou pourquoi tel revirement, plus exactement, parce que l'astrologie est surtout une science du revirement. Pourquoi tel revirement comportemental dans la vie de la personne, dans les gens qui sont autour d'elle aussi, parce qu'elle n'est pas seule à être marquée par les revirements. Pourquoi il s'est produit tel revirement plutôt que tel événement. Là, il est possible que l'astrologue ait son mot à dire. Mais je reste convaincu qu'on ne peut pas vraiment travailler sur un seul cas. Bon. Et alors, je passerai à autre chose. Parce que dans Verlaine aux mains des dieux, Don des romans fait un exposé assez succinct de l'astrologie en général. Et c'est cela qui m'intéresse. Alors, et je voudrais toucher à un sujet essentiel, ce qu'il écrit sur les dignités et débilités planétaires, c'est-à-dire exaltation, trône, chute, exil. En faisant le tour du zodiaque, les planètes passent par des hauts et des bas, quant à l'intervalle de leur pouvoir influentiel sur les humains. Cette pulsation, c'est le mot qu'il emploie pour désigner ce genre de phénomène. Cette pulsation nous est familière pour le Soleil, dont l'influence sur la végétation et sur les animaux est si manifeste au printemps. Le Soleil renaît, se réveille de l'engourdissement hivernal, etc. Alors, qu'est-ce que je reproche à cette présentation des choses ? Je dis qu'il y a un contresens sur l'utilisation même du dispositif. Le dispositif, il est là, il est traditionnel, il existe. Le problème, c'est qu'il risque d'être mal interprété, mal utilisé, abusivement. Dire que, par exemple, Jupiter est exalté en Cancer et qu'il est domicilié en Sagittaire ou en Poisson, etc. Bon, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie véritablement que ce sont les signes où Jupiter est fort et qu'il serait faible dans les autres signes, encore que les autres signes sont attribués à d'autres planètes? Ou est-ce que ça signifie que ces secteurs-là sont marqués par Jupiter? C'est pas du tout la même chose. Mais ce qui manque dans le raisonnement des romans, c'est qu'on ne sait pas très bien quel est le facteur qui va circuler dans tout le système zodiacal. Parce que si c'est Jupiter lui-même, si c'est toutes les planètes, évidemment, on rentre dans cette logique. Mais il me semble bien plus probable que le véritable mode d'emploi de ce dispositif de domiciliation, je dis ça après plus de 45 ans de recherche dans ce domaine, c'est de faire qu'il y ait une dualité entre les planètes motrices et les planètes, je pourrais appeler divines, c'est-à-dire qui sont avant tout des divinités et non pas des planètes. Le cas du Soleil est emblématique. Et il est bien d'ailleurs qu'une astrologie solaire ait perduré jusqu'à nos jours, car elle témoigne d'une autre philosophie de l'astrologie que celle que les astrologues
veulent nous imposer aujourd'hui. Le soleil passe dans les 12 signes, mais il désigne chaque fois le signe sur lequel on est né. Il n'apporte pas sa tonalité particulière, le soleil, dans ces cas-là. Alors que quand on prend le soleil dans le cadre d'un thème astral, là, au contraire, le statut du soleil est complètement différent. Il n'est plus le facteur qui traverse le signe et qui désigne chaque fois qu'il est le signe dominant. Il est une énergie parmi 7 autres ou parmi 10 autres. C'est un statut totalement différent. Et c'est ce mélange qui me déplaît. C'est vrai aussi pour la Lune, et c'est probablement aussi vrai pour Saturne. Donc le dispositif du domicile d'exaltation n'est pas fait pour cela. Et en fin de compte, il ne désigne pas des planètes, ce dispositif. Et je renvoie toujours à Manilius, il désigne des dieux. Et ce n'est que plus tard que l'on a attribué quelques dieux seulement, faute de place, à quelques planètes. Il n'en restait plus que 4 ou 5. Dans le cas du septénaire, si on enlève le Soleil et la Lune, et si on enlève Saturne, il ne restait plus que 4 planètes. Sur l'ensemble des dieux, c'est pas beaucoup. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je crois. Et par conséquent, il est regrettable par exemple que le Soleil et la Lune figurent dans les domiciles d'exaltation. Il vaut mieux dire carrément Artémis et Apollon. Ce serait plus raisonnable. Parce qu'à partir du moment où on dit Soleil et Lune, on pense immédiatement au corps céleste, on ne pense pas aux divinités. Donc je réfute la position de Néroman, qui est mort il y a 60 ans ou 61 ans, enfin 53, 54. Et je dis, c'est pas sa position à lui de toute façon, il ne fait que répéter et reprendre des pratiques qui étaient existantes à son époque. Je réfute le fait qu'il les ait reconduites et qu'il les ait validées ou formalisées sous longue pulsation. On ne peut pas jouer avec ça. Les domiciles exacts des planètes ne concernent pas les planètes, malgré leur titre. Ils concernent les dieux. Et quand on fait circuler la Lune, le Soleil ou Saturne à travers les 12 signes, eh bien, on est en contact avec les dieux. Par le truchement des signes zodiacaux eux-mêmes, qui eux-mêmes ne sont pas si importants que cela, mais qui sont d'abord, qui renvoient d'abord aux planètes. Les signes zodiacaux, ce sont simplement des localisations géographiques, si on peut dire. Enfin, ce sont des prises de localisation astronomique. On sait qu'à tel moment, la planète est à tel endroit. Maintenant, les astrologues, donc le fait de dire que telle planète est dans tel signe, c'est pas d'astrologie encore. Le fait de dire que la Lune est dans tel signe n'est pas d'astrologie. Ce qui est intéressant, c'est de dire que la Lune est dans un signe qui correspond au domaine de telle et telle divinité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, je continue à feuilleter, et je note, par exemple, de manière assez étonnante, que Néroman n'est pas du tout d'accord avec les astrologues d'aujourd'hui. Il propose, certes, alors il propose, par exemple, si on prend les trois, alors pour les planètes traditionnelles, il ne change pas. Mais pour les nouvelles planètes, un ouvrage qui était écrit quand même en 1944, il ne dit pas du tout pareil que les autres. Il propose le domicile d'Uranus, le trône d'Uranus, comme il dit, en Sagittaire, et son exaltation en Verseau. Et Neptune, il met son trône en Verseau et son exaltation en Balance. Et Pluton, il met son trône en Bélier et son exaltation
en Lion. Bon. Alors, on comprend pourquoi il a fait ça. On comprend plus ou moins. Il met Neptune en Verseau, juste à côté. Bon, enfin, si on remonte le zodiaque, effectivement, il y a bon, effectivement, il y a des signes qui sont libres, qui n'ont pas d'exact. Bon, par exemple, pourquoi est-ce qu'il met l'Uranus donc, par exemple, au lieu de mettre l'Uranus avec le trône, avec domicile, un des domiciles de Saturne, il fera des domiciles de Jupiter. Et Neptune, il prend un domicile de Saturne. Effectivement, il dit par la suite, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, effectivement, il dit qu'Uranus est en affinité avec Jupiter et Neptune avec Saturne. D'où d'ailleurs son idée que Verlaine, qui a écrit sur les poèmes saturniens, est un neptunien parce que Neptune est une sorte d'octave supérieure de Saturne. Bon. Donc voilà, donc c'est intéressant, c'était un débat, il avait transformé, je rappelle quand même qu'aujourd'hui on dit qu'Uranus est domicilié en Verseau et exalté en Scorpion, que Neptune est domicilié en Poisson et exalté en Lion, et que Pluton est domicilié en Scorpion. Et le processus s'est arrêté là. C'est-à-dire que depuis les années 30, puisque déjà dans les années 30 on a attribué Pluton en Scorpion, eh bien depuis 84 ans, ou 80 ans, si on prend la publication de la planète Pluton de Bruno Müller qui est paru en 1934, je crois, donc 80 ans, eh bien, on en est resté là. Il n'y a pas eu de consensus pour l'exaltation de Pluton. Et puis, pour Mercure et Vénus, eh ben, on en est toujours avec 2 domiciles, alors qu'on n'en a plus qu'un seul pour Jupiter et Saturne. Enfin, c'est un chantier, comme ça. C'est comme si on avait arrêté un chantier, voilà, et on ne sait pas où on en est, on n'arrive pas, on n'avance pas. Alors, je voudrais terminer ce bref exposé, comme ça, un petit peu prétexte, en lisant Verlaine aux mains des dieux de Donnet-Roman. J'ai écouté ce matin sur France Culture, je crois, une émission sur l'astronomie. Et ça m'a beaucoup frappé parce que on s'aperçoit que les astronomes ont des problèmes historiques comme les astrologues. C'est-à-dire qu'ils s'interrogent sur l'histoire du cosmos. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a une partie de spéculation dans l'astronomie, hein. Absolument. Par exemple, on dit aujourd'hui que s'il y a de l'eau sur Terre, c'est un apport extérieur à la Terre. Ce sont les comètes, par exemple, qui auraient, sous forme de glace, déposé de l'eau sur la Terre. Et que la Terre, originellement, n'a pas d'eau. Et qu'elle ne pouvait pas avoir d'eau en soi. Donc c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur. C'est intéressant parce que moi, par exemple, je dis qu'il y a en astrologie plusieurs systèmes et que, par exemple, dans le cas du zodiaque, par exemple, il y a un premier zodiaque qui est saisonnier, qui est tropical et qui est recalculé en permanence par rapport, non pas aux constellations, mais par rapport au point vernal. Et puis un autre zodiaque qui est déterminé par les étoiles, par certaines étoiles, et qui lui est tributaire de la suppression des équinoxes. Ce qui fait que ce sont 2 systèmes qui sont en décalage l'un par rapport à l'autre. Et j'ai dit notamment concernant le taureau, que le taureau était un animal plutôt de l'automne, pour différentes raisons que j'ai expliquées par ailleurs, et non pas du printemps, et que donc par conséquent, s'il était passé l'automne au printemps, c'est que il s'était écoulé 12 000 ans, c'est-à-dire la moitié d'un cycle de précession des équinoxes. Et puis un autre exemple aussi, ce serait que
la dérive des continents, enfin le fait que par exemple une partie du continent africain soit séparée d'une partie du continent américain, alors que leur relief et leur géologie sont proches, sont très proches. Ce serait également le fait d'un élément extérieur, une météorite, je ne sais pas quoi, qui aurait créé une fissure. Vous voyez? Donc il ne faut pas opposer une astronomie où tout est déjà structuré et en place dès le départ, et qui suit son cours aveuglément et machinalement, à une astrologie qui aurait connu différents accidents de parcours. Notre Terre a connu des accidents de parcours. Et en ce sens-là, je me sens plus proche des astronomes qu'avant, parce que je m'aperçois qu'eux-mêmes, ils sont confrontés à la prise de conscience à certains moments que tel élément terrestre est un élément étranger, un élément rajouté. Et ça, c'est un terme qui revient constamment dans mon discours sur l'histoire de l'astrologie. Et en ce sens-là, l'histoire du savoir astrologique se rapproche de l'histoire de la réalité astronomique.